Et c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps et je vous dois quelques explications. Donc, effectivement, j'ai arrêté les vidéos pendant 3-4 semaines. J'avais besoin de prendre un petit peu de pause, de prendre un petit peu de recul sur les vidéos pour pouvoir repartir de plus belle. Et également parce que j'ai travaillé sur le logiciel d'IA dont je vous parle depuis longtemps avec mon développeur, avec mon associé qui développe lui le logiciel dans l'ombre. Ça prend un petit peu de temps, j'ai essayé d'ajouter le plus de fonctionnalités possible et donc ça devrait sortir dans peu de temps. Donc il y a eu beaucoup de travail de ce côté-là. Et également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé les remplacements. Donc je vais vous parler un petit peu de ça, ma vision sur les remplacements, les différents remplacements, voir ce que ça a pu m'apporter et les enseignements qu'on en tire. Voilà, donc on est reparti pour les séries de vidéos. On va essayer de sortir au minimum 2 vidéos par semaine. Donc dans ce format un petit peu podcast où je vous fais des retours toutes les semaines sur les avancées sur le logiciel d'IA, sur les avancées sur les réflexions. Le but ici de vous partager sur cette chaîne, c'est de partager aux étudiants en médecine, mais aux étudiants de manière générale et à tous ceux qui ont envie de progresser dans différents domaines, mais surtout dans le domaine personnel. Moi, ma philosophie, et c'est une philosophie que je partage avec d'autres podcasts français qui sont en train de grandir, et ça c'est hyper intéressant, c'est le fait d'essayer de monter des projets. Moi, j'ai un projet d'IA en parallèle de mes études de médecine, mais c'est pareil, dans les études de médecine, j'ai un projet de monter plus tard un cabinet de radiologie, et le but c'est d'essayer de progresser soi-même personnellement en essayant de se scaler. Scaler, ça veut dire grandir, évoluer. Si on arrive à se scaler soi-même, on arrivera à avoir des business, on arrivera à avoir des projets, être une meilleure personne tout simplement. Donc c'est vraiment utiliser finalement le moyen, l'excuse de créer un business, de créer un projet de manière plus générale pour progresser. Et donc voilà, c'est un petit peu la philosophie que j'ai. J'avais besoin ces derniers temps de prendre un petit peu de recul, de vraiment me concentrer sur ce qui était important pour moi et j'aimerais vous partager un petit peu les différents apprentissages et les différentes réflexions que j'ai eues durant ce temps-là. Donc là, on est actuellement samedi matin, il est 8h30, donc il est tôt. J'ai fait mes exercices de visualisation du matin. J'ai ici devant moi ma routine. Et on va en parler, ça va être hyper important, le fait d'avoir une routine précise et surtout un tracking d'habitude parce que finalement, pourquoi j'ai arrêté les vidéos? Parce que il y a un moment, j'en avais eu un petit peu, pas marre, mais j'avais un petit peu moins d'idées et j'étais en train de me concentrer sur mon logiciel. Et donc j'ai arrêté une vidéo, 2 vidéos et dès qu'on coupe la série, c'est beaucoup plus difficile de s'y remettre et on a l'impression que finalement, on perd un petit peu le fil conducteur. Et donc c'est très important. On va développer cette partie-là, mais lorsque vous avez un projet, une ambition, quelque chose d'important, par exemple moi il y a aussi à côté de tous ces projets entrepreneuriaux, il y a aussi la santé et le fait d'aller à la salle de sport. Il faut que je continue à aller à la salle de sport tous les 2 jours. J'essaie d'y aller quasiment 5 fois par semaine, donc c'est même plus que tous les 2 jours. Et alors c'est tellement ancré en moi la salle de sport que j'ai du mal à ne pas y aller, mais si on arrête et on coupe le rythme d'y aller au moins une fois tous les 2 jours, et finalement on se déshabitue et ça va être beaucoup plus difficile de se relancer. Donc là, je suis content d'avoir rallumé la caméra pour pouvoir repartir sur les vidéos. J'avais l'habitude de faire 3 vidéos par semaine et ça me paraissait simple. Et à partir du moment où on arrête et qu'on coupe la série, ça devient beaucoup plus difficile. Donc il faut faire attention à ça. Et vraiment, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. J'ai fait des coachings récemment où le fait, pareil, quand on est en études de médecine, quand on est en train de faire ses cours, si on ne fait pas des QCM régulièrement, si on ne prend pas l'habitude de s'entraîner, de faire des exercices régulièrement, de mettre en application ce qu'on fait, on perd le rythme. Et c'est bien de passer tout son temps à réviser ses cours, mais si on ne met pas en application ce qu'on apprend, finalement ce n'est pas aussi efficace. Et donc pareil, si on perd l'habitude de faire régulièrement des QCM, c'est une mauvaise chose parce que quand on le fait tous les jours, moi je m'étais mis un créneau tous les jours, de 18h à 20h, je faisais 2 heures de cours, 2 heures de QCM, 2 heures d'entraînement et je pense que c'est un bon rythme. Peut-être que ça peut être tous les 2 jours pour vous si vous avez besoin de passer plus de temps sur vos cours, mais il faut mettre en place ces habitudes et il faut qu'elles soient rythmées. Et vaut mieux vraiment, et j'insiste sur ce fait-là, vaut mieux passer moins de temps mais le faire beaucoup plus régulièrement, que ce soit faire des QCM, que ce soit faire de la cuisine, que ce soit faire du sport, peu importe, en fonction de votre projet, c'est toujours important. Hop, je vérifie s'il y a bien le son qui tourne. Oui, c'est bon, il y a bien le son. C'est important d'avoir une habitude, quelque chose qui soit ancré dans votre routine parce que malheureusement, après, ça va être beaucoup plus difficile à tenir et le cerveau, on a besoin de quelque chose qui est répété dans le temps. Voilà, donc ça, à mon avis, c'est important. Ensuite, ce qui permet moi
de bien cadrer tout ça, c'est le tracking d'habitude. C'est vraiment quelque chose où le but, c'est pas d'être le plus compliqué possible. C'est pas de moi, le matin, le fait de faire la routine, ça me met 20 minutes. J'ai pas envie et j'ai pas besoin que ça prenne plus de temps que ça. Mais c'est vraiment important d'avoir un endroit où on va centraliser tout ce qu'on doit faire et d'avoir cette checklist parce que ça permet d'avoir de l'accountability envers soi-même. Le fait de vraiment suivre tout ça parce qu'on a tendance à négliger et à sous-estimer un petit peu ces habitudes-là. On est dans son quotidien et on fait un peu les choses machinalement, mais c'est bien également de conscientiser. Donc je montrerai également à l'écran un petit peu tout ça. Je vous avais déjà montré mon tracking d'habitude. Et voilà, moi tous les matins, donc je me dis, il faut d'abord que je coche mon tracking d'habitude. Ensuite, il faut que je me couche avant 23h. Enfin, maintenant je me suis même dit 22h30 pour être sûr de bien dormir. Et on en discutera juste après dans le plan de la vidéo. Oui, parce qu'effectivement, on fait un podcast, mais j'ai pas mis de plan. Et moi, je me vois que dans tous les podcasts que j'écoute, quand il y a un plan de vidéo, c'est assez intéressant. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Je vous coupe, mais on va aller sur ChatGPT. Et c'est pareil, actuellement j'ai pas mal utilisé l'IA parce que je m'y intéresse à fond et le but sur cette chaîne, j'ai envie également de vous partager plein d'astuces de productivité grâce à l'IA. Évidemment, grâce au logiciel que je suis en train de créer, je suis persuadé que ça va aider le plus d'étudiants possible et le but ça va être également de faire des tutoriels pour que vous puissiez l'utiliser le mieux possible. Mais tout le monde n'utilisera pas mon logiciel, il y aura certains qui utiliseront que ChatGPT, donc pareil, il y aura des tutos ChatGPT, il y aura des tutos Perplexity. Le but, c'est de vous partager comment utiliser l'IA au quotidien le plus efficacement et le plus simplement possible pour ne pas tomber dans non plus comme par exemple des tutos Notion où il y en a qui vont passer des heures sur YouTube à comprendre et à essayer de voir comment utiliser le mieux Notion alors qu'ils ne l'utilisent pas vraiment. Donc ça c'est plutôt de la procrastination. Donc voilà, j'aimerais vous faire des vidéos simples et efficaces qui vous montrent comment utiliser l'IA au quotidien, comment vous allez pouvoir l'intégrer sans que vous passiez des heures à essayer de comprendre comment ça marche. Voilà, donc en gros là, regardez, et donc là maintenant j'ai l'application Bureau pour les utilisateurs de ChatGPT+, vous pouvez également avoir l'application sur Mac. Bon, ça ne change pas grand chose de l'application qu'il y a sur Internet. Et en fait, ce que je vous invite à faire, je trouve ça assez intéressant, notamment sur téléphone ou bien sur Mac, c'est de pouvoir parler à l'IA, mais pas la fonction vocale, c'est juste de faire la dictée Siri, parce que ça permet d'écrire. Et la première chose à comprendre, c'est que quand vous utilisez l'IA, c'est important d'essayer de lui donner du contexte et pas de faire des questions qui sont trop bateaux et trop simples, parce que plus on lui donne de contexte, plus on lui donne de choses, meilleure sera ses réponses. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il faut voir l'IA un petit peu comme un assistant personnel. Et évidemment, elle ne peut pas lire dans nos pensées. Donc plus on lui donne de choses, plus elle sera capable de nous répondre correctement. Donc là, en direct, je vais vous faire un petit peu essayer de structurer le plan de la vidéo. Donc on va demander à ChatGPT, aide-moi à faire le plan de la vidéo YouTube du jour. J'aimerais que tu puisses me détailler le script avec les différentes pistes de réflexion en fonction des différents points que j'ai envie d'aborder. Point à la ligne. Dans un premier temps, j'aimerais parler de l'importance d'avoir une routine pour pouvoir persévérer et avoir les meilleurs résultats possibles dans un projet. Point à la ligne. Ensuite, j'aimerais parler de l'importance vraiment de se désintoxifier du téléphone et de pouvoir se concentrer sur son travail qui est important et pas de passer du temps sur les réseaux sociaux, point à la ligne. Ensuite, j'aimerais parler du fait de se déployer soi-même au maximum de ses capacités à travers des projets, le fait de se scaler soi-même, point. Ok, bon, voilà, de se scaler. Donc vous voyez, là, en 20-30 secondes, j'ai pu écrire l'équivalent d'une vingtaine de lignes de se scaler, hop, soi-même. Scaler soi-même. Et donc là, je lance l'IA, tac. Et donc là, en fait, en 30 secondes, j'ai un plan de vidéo. Ça va me permettre de quoi? Ça va me permettre d'avoir moi une structure que je vais pouvoir vous déployer ici. Et voilà, c'est assez intéressant. Et moi, je l'utilise pour des scripts de vidéo. Mais on verra, et je vous ferai des tutoriels dédiés sur la chaîne, qu'on peut également utiliser l'IA pour faire des moyens mémotechniques, pour nous challenger sur des portions de cours. Et maintenant, vous allez même pouvoir copier-coller des PDF dans l'IA, etc. Donc vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, j'ai envie également sur cette chaîne de vous partager tout ça parce que c'est quelque chose que moi j'utilise et ça demande du temps, ça demande des itérations. Et vu que ça me passionne, je suis convaincu de par le métier que je vais faire, le fait d'être radiologue, je sais que l'IA va être prépondérante dans mon métier. Si moi je ne l'utilise pas maintenant, je me dis si moi je ne me mets pas à l'utiliser maintenant, plus tard je vais être largué. Et j'ai l'avantage d'être intéressé par ça. Il y en a plein qui ne l'utilisent pas.
Et voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre vraiment, moi c'est la vision que j'ai, c'est et il y en a beaucoup qui partagent cette vision-là, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un gap entre les personnes qui vont s'assister de l'IA, qui vont être capables d'aller plus loin que les outils principaux que tout le monde va leur proposer, parce que tout le monde va avoir des outils d'IA, et en fait, vont être capables en 1 heure de faire autant de choses que les gens sont capables de faire en 3-4 heures. Et là, en fait, on va parler d'un point extrêmement important. Il y a 2 points pour moi essentiels, et c'est pour ça aussi que je parle énormément de productivité sur cette chaîne. On va aborder ce point précis maintenant. Il va y avoir pour moi vraiment 2 gaps. Le premier gap, donc, c'est la personne qui va utiliser l'IA et la personne qui ne va pas utiliser l'IA. Donc imaginons, vous avez des outils de productivité pour écrire des scripts, pour trouver des idées de vidéos, mais ça c'est pour YouTube. Mais après, en tant qu'étudiant, en tant que médecin, en tant que médecin, c'est pareil. Si vous voulez utiliser l'IA pour pouvoir rédiger des comptes rendus, des choses comme ça, c'est des logiciels qui sont en train de se développer. Il y a des entreprises spécialisées dans le domaine médical qui se développent, notamment Nabla. Hop, on va se mettre à l'écran. Je vais aller sur Nabla. Hop, l'assistant médical qui vous libère du temps, c'est en train de se développer et ça marche très bien. Voilà, il y a plein d'éléments et en fait, les choses ne vous viendront pas sous le nez. C'est-à-dire que si vous ne vous tenez pas au courant des dernières avancées, si vous ne vous tenez pas au courant des logiciels qui sortent, personne ne viendra vous les tendre sous la main. Donc pour moi, le premier gap, c'est celui-là, c'est celui de l'IA. C'est le médecin qui va utiliser l'IA dans ses consultations pour pouvoir... donc je vais vous parler par exemple de Nabla, là, parce que j'ai écouté des podcasts dessus. C'est vous mettez votre téléphone. Donc évidemment, c'est une... comment dire, c'est toute l'audio qui va être enregistré, il est gardé uniquement en local, il n'est pas stocké sur des serveurs, du coup ça permet d'avoir évidemment la confidentialité du patient. Et en gros, vous avez votre téléphone, vous le posez, pardon, je prends un petit peu de café. Voilà, et donc vous allez poser votre téléphone et vous allez discuter avec le patient vraiment. Vous n'allez pas avoir votre ordinateur pour écrire parce que des fois on voit les gens ils sont là, soit ils écrivent sur une feuille de papier, soit ils vont écrire sur l'ordinateur le compte rendu et donc du coup on a l'impression de moins suivre et également d'être moins concentré. Et je vous partagerai une petite anecdote juste après. Et donc vous posez le téléphone, il va écouter la conversation. Donc comme je vous dis, il va garder tout évidemment sous le format local, il n'y a rien qui va être enregistré ensuite. Et donc il va écouter. Vous allez discuter avec le patient, pourquoi vous venez, quels sont vos traitements monsieur, etc., etc. Vous allez faire toute votre consultation. Et ensuite, à la fin de la consultation, vous allez appuyer donc sur la fin de l'enregistrement. Et là, l'IA va analyser tout le texte avec votre voix, puis la voix de l'autre pour voir qui c'est qui parle à l'autre. Et il va faire le motif de venue. Ensuite, il va écrire les antécédents, les différents traitements. Ensuite, il va marquer l'histoire de la maladie. Et en fonction de la prise en charge que vous avez dit, imaginons vous dites, ok, bon, très bien, du coup, je vais vous mettre un traitement anti-inflammatoire pendant 1 semaine. Et attention, il faudra bien prendre également durant les repas. Il va falloir prendre également durant les repas des inhibiteurs de la pompe à protons pour ne pas faire des ulcères gastriques, etc. etc. Et ensuite, quand la consultation, quand vous avez appuyé sur la fin, le bouton, il va faire le compte rendu et il va également vous faire les ordonnances. Et même si vous avez dit, bon, je vais vous prescrire des séances de kiné à raison de 3 fois par semaine, etc., il va prendre votre ordonnancier, il va commencer à tout écrire, etc. Donc ça, vous voyez la puissance, le gain de productivité qu'il va y avoir entre une personne qui utilise cette solution d'IA et la personne qui n'utilise pas cette solution d'IA. Donc là, c'est intéressant parce que c'est un logiciel qui est en train de se développer pour les médecins et vraiment, je trouve ça génial. Je vous en parle parce que je m'intéresse à tout ce milieu-là et je trouve ça super. Donc voilà, le médecin qui ne l'utilise pas, lui, en fait, il va être sur son ordinateur. Alors imaginez le vieux médecin qui est là en train d'écrire à la main versus celui qui écrit à l'ordinateur avec des ordonnances type ou bien avec des choses déjà rapidement faites, ça change tout. Et alors celui qui a l'IA qui lui fait tout et qui gagne 40% de productivité, c'est monstrueux. Voilà, donc déjà il y a ce premier gap et je voulais vous l'illustrer dans un exemple précis qui est ça. Mais si on arrive à réfléchir à toutes les tâches du quotidien et à les optimiser à chaque fois avec des logiciels, des IA, et en fait, le but, c'est pas d'être le plus optimisé possible. Le but, c'est de pouvoir, moi je vais prendre l'exemple du médecin, c'est de pouvoir avoir le plus de temps de qualité avec le patient. Et effectivement, devoir écrire son compte rendu, c'est quelque chose qui n'a pas plus de valeur que ça, parce qu'on a déjà, le but c'est juste de retranscrire ce qu'on a fait à l'oral, ce qu'on a fait vraiment physiquement. Donc ça a moins d'intérêt. Voilà, donc c'est primordial et ça c'est le premier gap. Et moi je le vois en radiologie, il y a des endroits, et notamment avec les remplacements, il y a des endroits dans lesquels, disons par exemple, il n'y a pas de logiciel de reconnaissance vocale. Donc les personnes vont faire une dictée vocale, ils vont être là avec leur micro, ils vont parler à des secrétaires et ensuite les secrétaires vont taper à la main. Est-ce que vous vous rendez compte que
moi je me dis en 2024, on a encore des gens qui font de la dictée simple, c'est-à-dire qu'ils vont dicter leur compte rendu, les secrétaires vont écrire. Et donc, alors c'est bien parce qu'il y a des secrétaires qui travaillent, etc., etc. Mais peut-être que les secrétaires pourraient passer plus de temps sur des choses qui ont plus de valeur, pour être par exemple à l'accueil, pour pouvoir conseiller les patients, pour pouvoir être là, présent physiquement, plutôt que de taper, parce que moi je les vois, elles sont avec leurs écouteurs, elles sont devant l'ordinateur, elles écoutent les comptes rendus des radiologues et elles tapent. Le but, c'est pas de remplacer la personne et de lui dire vous n'avez plus de travail, c'est de lui trouver des tâches qui ont beaucoup plus de sens, d'être proche des patients, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir être présent physiquement, plutôt que d'avoir 5 secrétaires, dont une seule à l'accueil et 4 qui sont en train de faire la dictée vocale. Et donc par exemple, vous avez le logiciel Dragon, pour nous les radiologues, qui permet de dicter. Donc vous avez votre dictaphone et vous allez dicter, et il va écouter la voix, et il va être extrêmement fluide, il va aller à toute vitesse, et vous allez parler normalement, et vous allez avoir une adaptation voilà, une adaptation sur l'ordinateur de ce que vous dites. C'est un peu comme Siri quand vous parlez, mais ça marche très bien, c'est entraîné sur le langage médical, donc il n'y a pas d'erreur, et ça c'est très intéressant. Donc voilà, tout ça, en fait, il faut, au-delà en fait, de simplement l'IA, parce que tout le monde dit l'IA, 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 mais moi je pense qu'il faut être sensibilisé aux logiciels, aux outils de productivité, et notamment l'IA bien sûr, qui sont à nos dispositions. Donc moi je vous encourage à utiliser ChatGPT, je vous ferai des tutoriels précis, je vais sortir également une vidéo sur la chaîne, il y a GPT-4o qui est sorti, et vous avez il répond beaucoup plus rapidement, il y a des choses qui sont de fou qui sont en train de se passer dans le domaine de l'IA, et moi je trouve ça vraiment extrêmement intéressant, et c'est passionnant, il y a beaucoup de choses, et là même pour les utilisateurs gratuits, vous avez possibilité d'accéder à quelques fonctionnalités de GPT-4o, de pouvoir faire des recherches Google, enfin des recherches sur le web, de pouvoir avoir des réponses qui sont plus précises, donc ça peut vous donner un avant-goût. Et il y en a en train d'assister à une évolution qui est majeure, avec des logiciels et des modèles qui sont de plus en plus efficaces. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, dans le logiciel que je suis en train de produire moi-même, il y a tout un entraînement sur les données médicales et sur les données des cours des étudiants en médecine, pour que ce soit beaucoup plus précis, que les réponses soient plus précises que la base de connaissances que ChatGPT a. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose qui est vraiment spécifique aux étudiants en médecine. Donc pour ceux qui me demandent déjà d'avance, il sera entraîné sur les cours de première année et également les cours de 4e, 5e, 6e année. Donc ça permet de 1 d'avoir plus de clients possibles, mais également en fait, imaginons que vous êtes étudiant en 4e année et vous avez des questions de biologie cellulaire, vous pouvez également retourner sur des notions essentielles, et voilà, donc pareil, il est entraîné sur des cours de physiologie. Ça a été un gros travail parce que il y a des droits d'auteur, on ne peut pas utiliser les livres comme ça, et donc il a fallu extraire les informations sous forme de fiches que moi-même j'ai créées. Donc c'est pour ça également que ça m'a pris énormément de temps et que j'étais moins disponible pour les vidéos. Voilà, donc il y a tout ce travail-là. De toute façon, ça devrait sortir d'ici les prochaines semaines. Je vous tiens au courant, bien évidemment, dès qu'on a ça qui se déploie. Moi, je suis très impatient de pouvoir vous en parler, de pouvoir vous partager ça. Il va y avoir tout un processus d'essayer de prendre le plus de feedback possible. Pour moi, c'est hyper important de voir quelles sont les fonctionnalités que les étudiants cherchent. Et je sais qu'il y en a déjà pas mal qui m'ont parlé des écosses. Alors pour l'instant, là, il est vraiment orienté sur les questions des collèges. Mais ensuite, peut-être qu'on va essayer de mettre en place les écosses, de faire tout un travail là-dessus. Donc on va voir tout ça. Voilà. Donc en tout cas, ça, c'était pour moi le premier gap, c'est ceux qui sont sensibilisés à l'IA et les outils de productivité qu'on va avoir à notre disposition. Premièrement. Deuxièmement, et je m'en suis rendu compte récemment parce que je vois le gap que j'avais quand j'étais en 6e année et que j'étais très peu sur les téléphones, sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est l'importance, notamment là, la partie 2 de mon script, c'est désintoxication digitale, problématique de la dépendance au téléphone. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que je me suis fait moi-même la réflexion ces derniers temps. Je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus, de manière un peu insidieuse, c'est-à-dire que mois après mois, je gagnais quelques minutes de temps écran quand j'étais à l'hôpital, entre plusieurs IRM, quand j'en avais marre, j'allais sur mon téléphone. Même si j'allais dehors, j'allais sur mon téléphone, soit je regardais du YouTube, soit j'allais regarder des trucs qui étaient moins pertinents. Et en fait, je me suis rendu compte que, de 1, quand j'étais en 6e année, j'ai jamais été aussi productif parce que j'étais très peu sur les réseaux sociaux, j'étais très peu sur le téléphone, et c'était vraiment 2 heures de productivité, 15 minutes de pause dehors en train de juste de prendre le soleil et de désintoxifier le cerveau et de repartir à fond. Et j'ai jamais été aussi productif. Et en fait, c'est bizarre, mais j'étais vraiment pas malheureux. J'avais pas l'impression d'être dans un tunnel parce que j'étais libre de faire ce qui avait du sens pour moi. Et en fait, pour moi, le problème du téléphone, il est là. Hop, petit coup de café. Le problème du téléphone, il est là, c'est que toutes les choses qui sont créées dessus, toutes les
applications, tous les logiciels sont faits pour nous rendre accros, parce que c'est comme ça, il y a des millions et des millions et des milliards d'euros qui sont dépensés pour pouvoir qu'on passe le plus de temps sur les plateformes, et en fait c'est tellement difficile de s'en extraire que en fait on a du mal ensuite à faire les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et il n'y a pas besoin de passer 10 heures par jour sur les écrans et d'être accro pour être sujet à ça en fait. Même si on passe 2-3 heures, c'est déjà trop. Donc je vous invite de 1 à regarder votre temps écran et à se rendre compte de ça. Et de 2, hop, on va mettre le micro. Et de 2, se rendre compte un petit peu de à quel point c'est insidieux en fait. Et donc pour moi, le téléphone, il faut... Déjà, quand je suis sur l'ordinateur, je suis beaucoup plus productif parce qu'il y a moins les notifications, j'ai moins tout ce système d'applications et j'essaie de me concentrer sur les tâches qui sont plus importantes. Travailler sur un script de vidéo, tourner une vidéo, comprendre et travailler mes cours de médecine, lire un livre, mais sous format, par exemple, lire des cours, voilà. Ça, c'est plus, j'ai moins ce côté parce que sur le téléphone, c'est vraiment, ça a été designé avec ce côté application. Vous faites un swipe, hop, vous allez sur Insta, tac, tac, vous changez. Sur l'ordinateur, si vous n'avez pas vos applications, moi personnellement sur l'ordinateur, j'ai pas Instagram, j'ai un peu YouTube, mais bon, si c'est pas pareil. Et donc je trouve que sur l'ordinateur, c'est quand même différent. Et moi, je peux vous encourager à essayer de passer peut-être, si vous avez besoin de travailler ou passer du temps sur les écrans, plus le passer sur l'ordinateur que sur le téléphone. Alors bien sûr, on peut aussi sur l'ordinateur passer son temps à être sur YouTube et à pas avancer, mais déjà, je pense que c'est moins addictif que le téléphone avec tout ce système de notification, ce système d'application. Donc déjà, moi, je me rends vraiment compte que le téléphone, quoi qu'on en dise, c'est une super invention parce qu'on peut avoir accès à ses comptes bancaires, on peut avoir accès directement avec envoyer un message à ses amis sur WhatsApp, on peut avoir une vidéo, on est perdu dans la rue, on peut avoir le GPS, ça peut tout faire. Mais c'est vraiment un double tranchant et il faut réussir à l'utiliser à bon escient pour ne pas tomber dans ce côté surutilisation et en fait même si on s'en rend compte, moi j'étais le premier en 6e année, j'étais la personne la plus drastique sur son téléphone, je passais franchement, il faudrait que je retrouve, je crois qu'on n'a pas accès parce que j'avais changé de téléphone, mais j'avais 25 minutes de temps écran par jour en moyenne sur les semaines et les semaines. Donc c'est-à-dire que je passais tellement peu de temps, je passais du temps dans le monde réel à faire ce qui était important pour moi. Et c'est ça vraiment qui est important à comprendre, c'est que quand vous passez du temps sur des projets qui ont du sens, parce que ce qui se passe sur le téléphone, c'est que moi en fait j'ai essayé de vraiment discerner deux choses, le monde réel et le monde virtuel. Et ça c'est important parce que je me rends vraiment compte que des fois on parle du métaverse, etc. Moi j'écoute beaucoup de contenu en anglais, Silicon Valley, etc. Et là-bas c'est vrai que l'IA, la métaverse, c'est vraiment des sujets qui sont au cœur des conversations. Et ici, nous, entre guillemets, dans le train-train quotidien d'un Français, c'est moins au cœur. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si Facebook a renommé sa société Meta, c'est parce que pour eux c'est très important. Donc je pense que, on parle de métaverse, etc., mais on passe tellement de temps sur les écrans, on passe tellement de temps sur nos téléphones, sur les ordinateurs, etc., que, en fait, moi j'ai l'impression qu'on passe plus de temps dans le monde virtuel que dans le monde réel. Voilà, déjà ça c'est un fait. Moi je le vois à l'hôpital quand je passe 10 heures par jour à interpréter des scanners qui sont sur un écran, que je rentre chez moi, que je regarde Top Chef et qu'après je me mets à lire un livre sur mon Kindle, je me dis mais en fait je passe 15 heures par jour sur les écrans et c'est catastrophique. Et donc ça pour moi c'est difficile à vivre et je m'en rends compte. Donc il y a ce côté vraiment de se dire, et je prends le temps le week-end d'essayer d'aller marcher, d'aller en nature pour me reconnecter au monde présent. Donc déjà, vraiment comprendre que le monde virtuel et le monde réel sont deux choses distinctes et que oui, quand on va travailler nos cours pour pouvoir être médecin, bien sûr que même si on est sur l'ordinateur, on va passer du temps dans le monde virtuel pour avancer dans le monde réel. Mais ça, c'est un cas concret. Mais la plupart du temps, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est sur YouTube, etc., on passe du temps dans le monde virtuel, mais on n'avance pas dans le monde réel. Donc c'est vraiment important d'avoir un pied en permanence dans le monde réel et d'avoir des projets qui sont vraiment importants, des projets qui ont du sens et en fait d'avancer là-dessus. Donc pour moi, en fait, se désintoxiquer des téléphones, se désintoxiquer de tout ça, il faut qu'il y ait un but précis derrière. Parce que si vous n'avez pas de but précis, finalement, on finit par... c'est tellement simple, ça a été tellement bien designé pour nous rendre accros que si on n'a pas quelque chose de puissant derrière, on va retomber facilement dans ses travers. Donc c'est important de trouver quelque chose qui est important. Là, je suis en train probablement de m'adresser à des étudiants en médecine, réussir le concours de la 4e année, du concours de l'internat pour devenir chirurgien, pour devenir ophtalmo, pour devenir radiologue, pour devenir cardiologue. Évidemment que ça a du sens et je vous invite à vous dépasser pour ça. Moi, ça a été vraiment mon driver, ça a été vraiment ce qui m'a poussé dans mes retranchements. Mais c'est pareil,
il faut essayer, même une fois qu'on est interne, vous verrez, j'ai fait la même expérimentation. Après, on est motivé et des fois, après, ça paraît long, les études sont toujours longues, des fois, il y a des stages qui sont moins passionnants et on retombe un petit peu dans ces travers. Et donc, c'est important de toujours avoir un fil conducteur, un horizon précis. Et moi, j'ai fait ce travail-là en fait durant ce mois où j'étais moins sur les vidéos parce que j'avais besoin de me reconnecter à mes ambitions, mes projets profonds. Et un des éléments que j'ai identifié, c'était d'inspirer. Parce que en écoutant des vidéos de personnes qui ont très bien réussi, qui ont fait des millions et des millions, et qui ont entre guillemets tous les biens matériels du monde, ils vous disent que après, au bout d'un moment, une fois qu'on s'est payé les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants, etc., etc., finalement, même ceux qui ont de l'argent qui ne travaillent plus, de rester chez soi à juste profiter, on a l'impression la vie elle a moins de saveur. Et donc en fait, moi j'ai essayé d'avoir une réflexion un petit peu rétroactive, au lieu de partir, d'être là et de me projeter, de me dire ah si seulement j'avais ceci, si seulement j'avais cela, comment je peux me dire ok, imaginons j'ai déjà, qu'est-ce que je ferais? Et donc en fait, en partant de ce principe-là, je me suis rendu compte que pour moi, inspirer les gens, comme que je peux le faire grâce aux vidéos et partager des messages qui ont vraiment du sens pour moi, et on en a déjà parlé sur la chaîne, on en reparlera juste après, le côté santé, aussi le fait de faire attention à sa santé, le fait d'être proactif dans sa santé, et également en fait ça, le fait d'être moins sur les téléphones et d'être moins dans la dépendance, et de plutôt utiliser la technologie comme un outil et pas comme cette source de dépendance. Parce que être sur les téléphones, pouvoir avoir ChatGPT à portée de main et pouvoir lui poser des questions précises sur des cas d'utilisation en un seul clic, je trouve ça génial. Par contre, être quelqu'un qui passe 5 heures à faire scroller sur Instagram juste pour avoir les circuits de la dopamine, ça, on tombe dans les travers. Donc en fait, il faut toujours comprendre que dans un élément, il y aura toujours le bon et le mauvais côté, et il faut toujours essayer d'être du bon côté et toujours prendre avantage de cette situation-là. Donc vraiment, pour moi, ces trois éléments, c'est extrêmement important, qui sont inspirer les gens, partager l'importance d'avoir une santé, vraiment de prendre responsabilité de sa santé. Et ça, s'il y a un message qui est encore plus important, c'est celui-ci, parce que je me rends compte à l'hôpital, malheureusement, nous on scanner, quand on passe énormément de scanners aux gens, des scanners, des IRM, et en fait, on voit le morphotype. Quand je dis le morphotype, c'est à quoi ressemblent les patients, s'ils sont gros, s'ils sont minces, etc., etc. Et en fait, les patients qui sont malades à l'hôpital, c'est tout le temps les mêmes. C'est soit des patients qui sont tabagiques, qui sont extrêmement maigres parce qu'ils passent leur temps à fumer et qui ne mangent plus et ils finissent avec des cancers du poumon, soit c'est des patients qui sont très gros et qui ont des pathologies, des infections, des problèmes au cœur, des problèmes au niveau du pancréas, des problèmes au foie, des cirrhoses, etc. Et c'est toujours un peu le même schéma. Ce sont des gens qui ne font pas attention à leur santé. Et c'est prouvé qu'il y a 80% des pathologies qui pourraient être évitées. Et donc pour moi, ça, c'est aussi un vrai combat. Si je peux sensibiliser sur cette chaîne les gens, et vu qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine, le but ici, c'est de pouvoir partager cette philosophie. Le but, c'est pas d'avoir une philosophie sur laquelle on va pointer du doigt les gens et leur dire attention, enfin c'est votre faute, etc., etc. Oui, c'est en partie de la faute des gens, mais j'en ai déjà parlé et on va en reparler ici, c'est hyper important, le concept de responsabilité. C'est-à-dire que moi je le vois, là je vais vous parler du design des téléphones, du design des applications mobiles qui sont faites pour nous rendre accros, et il y a des milliards et des milliards qui ont été dépensés pour rendre Instagram le plus addictif possible, mais c'est la même chose pour toute l'industrie agroalimentaire avec le sucre, les Kinder, et pas que ça, parce que ça paraît évident, mais il y a plein de produits transformés, et moi quand je vais à chaque fois au magasin, je vois les gens, ce que mangent les gens, ce que achètent les gens, et je me dis mais c'est pas possible, évidemment que la personne est grosse parce que elle mange n'importe quoi, mais c'est un défaut, en fait, oui, c'est la faute des gens, mais c'est malheureusement aussi, il y a peu d'informations par rapport à ça, et les gens ne sont pas assez sensibilisés. Par contre, là où mon discours change, c'est que à partir du moment où on a informé les gens, on a sensibilisé les gens, là ça devient de leur responsabilité. Et mon but ici, c'est de sensibiliser le plus d'étudiants, le plus de personnes possible, et qu'on puisse diffuser ce message et étendre la chaîne de connaissances à ce propos-là. Donc les sujets qui sont hyper importants, on va en parler tout de suite. Je vais prendre une bonne gorgée de café. Voilà. En gros, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une surconsommation d'aliments. Déjà, ça c'est une chose claire et nette. Quand il y a un surplus calorique, on ne peut pas espérer être en bonne santé, parce que toutes les personnes qui vivent le plus longtemps possible, ce sont des gens qui mangent peu. La nourriture, c'est important,
mais c'est aussi une source d'addiction comme les autres, donc il ne faut pas en abuser. Il faut savoir responsabiliser ses prises alimentaires et également, comme tout, c'est une source de plaisir, c'est une source de dopamine. Et en fait, c'est pour ça que moi je trouve que c'est hyper important de faire attention à sa dopamine globale, parce que lorsqu'on est accro aux réseaux sociaux, lorsqu'on est accro à l'alcool, lorsqu'on est accro à la pornographie, lorsqu'on est accro au sucre, en fait c'est un tout. Et si par exemple on se dit bon ben j'arrête la cigarette, vous allez avoir envie de compenser avec autre chose. Si je me dis j'arrête l'alcool, ben, vous allez avoir envie de compenser avec autre chose. Et le fait de manger du sucre, de manger un Kinder, c'est un pic de dopamine. Donc il faut s'habituer de manière globale à réduire ces shoots de dopamine en permanence et d'habituer son cerveau à avoir une consommation de dopamine qui est beaucoup plus lisse, beaucoup moins intense, parce que en fait ça va se répercuter sur tous les domaines de vie et c'est toujours la même chose. Et pour moi ça c'est hyper important parce que ça va retentir de partout. Et en fait, des gens qui sont accros au sucre, accros à la nourriture, souvent ils ont un problème de régulation à côté dans d'autres domaines. Voilà. Donc déjà, ça c'est le premier point assez important, c'est de comprendre que c'est un phénomène global et que ça ne concerne pas que la nourriture, ça ne concerne pas que le téléphone, c'est beaucoup plus global. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, je m'en suis rendu compte récemment, j'ai lu plusieurs livres sur le sujet et il y a un vrai mensonge global sur le sucre. Le sucre, c'est donc on va dire les sucres, surtout les sucres rapides. Là, moi, je le vois et c'est assez impressionnant. J'ai arrêté depuis 2 mois maintenant de manger des sucres rapides. Donc tout ce qui est gâteau, bonbons bien sûr, mais enfin chocolat trop sucré. Vous verrez, moi je me prends un petit carré de chocolat 70% à la fin du repas, mais c'est tout. Mais vraiment tous les sucres rapides, donc en goûter, en dessert, j'ai supprimé tout ça. Et le fait, je mange encore plus qu'avant les autres sources d'aliments, donc les glucides, mais les glucides plutôt à diffusion lente, donc riz, pâtes, tout ce qui est viande et tout ce qui est légumes, je mange plus qu'avant et j'ai perdu 2-3 kilos. Vraiment, j'ai perdu du poids, j'ai séché et je n'ai fait aucun effort. Le seul effort que j'ai fait, c'est de réduire ma consommation de sucre rapide. Et en fait, ça a été prouvé, notamment sur les souris, etc. C'est-à-dire qu'on peut, des fois, entre le sucre, vraiment le sucre pur et la cocaïne, les souris vont préférer prendre du sucre. Et je pense que c'est un peu la même chose pour notre cerveau, pour les animaux que nous sommes. Nous sommes accros au sucre. Et c'est pas pour rien que moi je le vois en fait. Et à partir du moment où on s'en rend compte et que l'information est passée et qu'on nous a dit la vérité, quand on va dans les magasins, on voit en tête de gondole, il y a toujours des brioches, des trucs sucrés, des Kinder. Ce sont des choses qui sont tellement réconfortantes, qui sont tellement agréables. Je suis le premier à dire que effectivement c'est agréable, mais il faut voir la vérité qu'il y a dessus. Et c'est addictif de 1, donc ça nous pousse à plus consommer. C'est pour ça que c'est ce qui est le plus vendu dans les grandes surfaces. De 2, en fait, c'est peu rassasiant. Par exemple, moi, il y a des endroits, je me rappelle, je travaillais dans un endroit où je pouvais avoir accès, il y avait toutes les friandises du monde gratuits. Enfin, c'est-à-dire que c'était dans les placards, il y avait des balistos, il y avait des Kinder partout. En fait, j'étais capable de manger 3000 calories de sucre sans être rassasié. Par contre, demain, je dois manger 3000 calories de thon et de tomates, mais c'est impossible. C'est-à-dire que je suis complètement plein et je serai obligé de manger pendant 3 jours pour pouvoir avoir ces 3000 calories là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne rassasie très peu le sucre et ça continue à ouvrir l'appétit en permanence et ça fait vraiment fluctuer la glycémie énormément. Et ça en fait c'est problématique parce que en fait ça va jouer sur l'humeur, ça va jouer sur plein d'éléments extrêmement divers et variés. Et donc vraiment je vous invite à comprendre que le sucre c'est non indispensable. Les glucides, oui, c'est plutôt indispensable. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on peut vivre sous forme cétogène, en transformant les graisses, etc. Mais comprendre quand même que de manière générale, les glucides sont un élément quasi indispensable au corps humain pour pouvoir fonctionner. Donc, bien sûr qu'il ne va pas falloir arrêter toutes les sources de féculents. Si vous avez envie de faire des régimes cétogènes, vous pouvez. Et si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo plus détaillée sur le sujet. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui n'est vraiment pas indispensable, par contre, ce sont les sucres rapides. Vraiment, ça, c'est une invention du siècle moderne pour pouvoir vendre plus de produits agroalimentaires, pour pouvoir rendre les gens plus accros et faire plus de profit, en fait. Et c'est faire des profits aux dépens de notre santé. Et c'est ça, moi, qui me choque et qui, malheureusement, je trouve que voilà, les gens ne sont pas assez informés. C'est comme l'alcool, c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme le sucre. Tous ces éléments-là sont des éléments qui ont été designés par des entreprises qui brassent des milliards et des milliards. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a des gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois avec 200-300 euros, qui sont en train
de négocier 200-300 euros, pour qui c'est important, versus des entreprises qui brassent des milliards et des milliards. Mais quand je vous dis des milliards, c'est monstrueux. Quand vous prenez Nestlé, qui est une des entreprises les plus puissantes de l'industrie agroalimentaire, c'est des milliards de profits, de profits nets chaque année. Et nous, c'est vraiment au dépend de notre santé. Et donc, moi, je le vois, il y a le système en France de santé est en train de s'effondrer à cause du manque d'investissement, du manque d'argent à l'intérieur. Et à côté, vous avez des entreprises agroalimentaires qui font des années records et des années records, qui font des milliards et des milliards. Donc vraiment, il y a un vrai problème. Donc pour moi, si je peux contribuer à mon échelle à cette sensibilisation, et peut-être que on pourra avoir des gens, si on a des gens qui sont moins malades, et ça c'est vraiment possible, parce que c'est bien de trouver des pistes de traitement du cancer, des pistes de traitement du diabète, des pistes de traitement d'améliorer la prise en charge chirurgicale de l'obésité, etc. C'est bien, mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est de le prendre à la source. Et le prendre à la source, c'est de sensibiliser les gens sur les pratiques alimentaires. Et déjà, moi ce que je fais, c'est que j'ai arrêté le sucre rapide en fin de repas, j'ai arrêté le sucre rapide à 4 heures, donc arrêt total du sucre rapide. J'ai pas dit que j'arrêtais complètement toute ma vie, c'est-à-dire que imaginons demain c'est mon anniversaire, c'est Noël, bien sûr que je vais peut-être prendre un petit dessert, je vais me faire plaisir de temps en temps, mais il faut que ça reste exceptionnel. Parce que sinon, en fait déjà de 1, c'est une source de plaisir que vous allez vous offrir que de temps en temps, sinon vous n'allez pas en profiter. Et moi je le vois en fait personnellement, j'étais devenu accro au sucre sans m'en rendre compte. Et donc ça c'est pas bon. Donc vraiment déjà, si vous supprimez votre consommation de sucre rapide, vous allez être mieux que 95% des gens parce que personne ne s'en rend compte. Donc si c'est pour fêter quelque chose, bien sûr. Mais si c'est simplement un samedi après-midi normal et que vous avez envie de prendre une glace au dessert, posez-vous la question. Et en fait, vraiment, c'est plus important que ce qu'on pense. Parce qu'on pourrait se dire, oui, bon, ça va, c'est juste une petite glace, mais une glace, plus un dessert, plus un truc, plus des brioches au goûter. Mais finalement, c'est ce qui fait que sur le long terme, on va avoir du mal à gérer nos prises de décision, on va prendre du poids, etc. etc. Donc vraiment, ça, c'est primordial. C'est indispensable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment prendre responsabilité et prendre vraiment... c'est le mot, c'est être responsable de sa propre santé. Parce que malheureusement, on a un système en France qui fait que, vu que les choses ne coûtent pas d'argent, on se dit qu'on va nous prendre en charge. Mais c'est important de comprendre qu'on est notre propre médecin. Si on n'est pas nous-mêmes notre propre médecin, oui, il faut compter sur notre médecin pour qu'il soit là pour nous aiguiller, mais il faut soi-même prendre les rênes. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire du sport régulièrement, il faut essayer d'avoir un bon esprit, un bon état mental également parce que ça joue, diminuer le stress, faire attention à soi en fait, faire attention à soi c'est pareil, ça peut être traumatique aussi, il y a des gens, moi je le vois, ils sont là en scooter, ils n'ont pas de casque, il y a des gens qui sont en trottinette, en vélo, qui n'ont pas de casque, qui font pas attention à eux, donc faire attention à soi, faire attention à sa santé, pratiquer un petit peu de jeûne de temps en temps, et manger dans des quantités raisonnables. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression qu'on a complexifié énormément tout le système alimentaire, le système, plein de choses, mais les fondamentaux, il n'y a pas besoin de recettes miracles pour être en bonne santé en fait. Moi ce que je fais, c'est que j'essaie de faire du sport régulièrement, je trouve un sport qui me plaît, je fais de la salle de sport, je vais courir, j'aimerais peut-être faire plus de tennis, plus de paddle parce que ce sont des sports qui sont plus ludiques. Voilà, mais faire du sport régulièrement, déjà si vous faites du sport 3-4 fois dans la semaine, c'est top. Donc faire du sport régulièrement, manger en quantités qui sont raisonnables et également manger en fait des choses qui sont simples. Et vraiment ce que je peux vous conseiller également, ce sont des conseils qui sont toujours le plus simple possible à mettre en place, c'est de manger les choses qui sont le moins transformées possible. Donc le deuxième élément, c'est de comprendre que si on se fait soi-même à manger avec des produits qui sont non transformés, déjà on réduit son risque de mal manger. Parce que si vous mangez simplement, vous faites du riz, ok, vous allez vous faire du riz ou des pâtes, en quantité raisonnable, vous n'allez pas manger 3 assiettes de pâtes, vous n'allez pas mettre du gruyère à outrance, donc juste une assiette, une portion, un tiers de l'assiette en féculent, donc riz par exemple, que vous mettez ensuite un tiers de légumes, donc vous allez mettre des brocolis, vous allez mettre des haricots, de la salade, etc. Et ensuite un tiers de protéines. Alors si vous êtes vegan, vous pouvez manger des protéines végétales. Moi je ne suis pas vegan, mais j'ai essayé de manger de moins en moins de protéines au quotidien, de protéines animales au quotidien. C'est simplement pour un petit peu limiter mon impact environnemental. Donc ça peut être des steaks végétaux, voilà. Ou bien moi j'essaie de manger des œufs bio. Je me dis que je suis pas trop, j'essaie de, si je vais au restaurant, je vais manger, s'il y a un bon steak, etc., je vais manger, il n'y a pas de problème parce que voilà, ça me plaît et que c'est des produits de qualité, mais c'est de temps en temps. C'est un peu comme le sucre, c'est d'essayer de le faire
pas au quotidien, et sinon de manger plus des œufs, des choses comme ça. Donc œufs, thon, steaks végétaux, un petit peu d'autres sources de protéines si vous voulez, du tofu, des choses comme ça. Donc si vous avez un tiers, déjà vous êtes sûr de manger correctement et en quantité raisonnable. Ensuite, le deuxième point, c'est déjà si vous faites vous-même à manger, ça vous permet de conscientiser le fait de manger, parce que pareil, il y en a qui sont tout le temps en train de commander, qui mangent des pizzas, des choses comme ça. Vous voyez bien qu'une pizza, c'est quelque chose qui est totalement transformé. C'est pas un produit qui est issu juste du riz, des légumes et une source de protéines. Donc ça, c'est important. Voilà, il y a ce point-là. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc manger en quantité, oui. Et ensuite, avoir des légumes. Et avoir des légumes dans tous les repas, c'est très important. Et avoir des légumes surtout en début de repas, parce que ça va permettre d'augmenter les fibres et de surtout tapisser un petit peu l'intestin des fibres pour faire réduire l'absorption de sucre dans le corps. Donc ça va permettre de lisser la glycémie. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est ce que j'essaie de faire moi-même, c'est de prendre des légumes en début de repas et donc des fibres, une source de fibres. Et par exemple, une bonne astuce, c'est de se faire une petite entrée. Donc je peux vous donner des petites idées d'entrée, donc soit une petite salade à la vinaigrette, voilà, vous mettez salade, huile d'olive, vinaigrette, soit moi ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est une petite astuce sympa, c'est de me faire des petites carottes, donc alors soit vous les épluchez vous-même, soit des fois dans les magasins ça c'est top, c'est des petites carottes déjà toutes petites et qui sont lavées, épluchées, et en fait si vous prenez ça soit tout seul, soit avec un peu de houmous, avec un peu de guacamole, avec un peu de tapenade, vous en prenez 4-5 sans prendre énormément de tapenade, etc. Si vous prenez ça déjà, vous allez avoir une bonne source de fibres en début de repas. Et ensuite, quand vous allez manger vos féculents et vos protéines, ils vont s'assimiler de manière beaucoup plus lisse, beaucoup plus harmonieuse. Et donc, ça permet d'avoir finalement une meilleure absorption. Donc ça, je peux vous conseiller, c'est une bonne astuce. Donc déjà, si vous supprimez le sucre, si vous faites du sport régulièrement, que vous... si vous contrôlez votre quantité de nourriture consommée, que vous avez un nombre de calories, le but c'est pas d'être drastique, le but c'est pas de compter toutes les calories. Et moi c'est pas ce que j'essaie de faire, mais c'est simplement d'avoir du bon sens. Si voilà, on fait son sport, qu'on mange en quantité raisonnable, et après je vous ai pas parlé, mais si en dessert, après c'est pareil, en dessert si vous prenez du sucre, c'est pas bon. Il y a plein de produits, des yaourts, agroalimentaires de l'industrie agroalimentaire qui sont catastrophiques parce que c'est simplement du sucre. Vous prenez une crème brûlée, vous prenez un Kinder Pingui, c'est catastrophique parce que ça ne comble rien, ça va faire monter la glycémie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va prendre du sucre, rapide, ça va faire monter la glycémie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour monter la glycémie? Il y a l'hormone, tous ceux qui sont en médecine le savent, mais bon, peut-être qu'il y a des étudiants qui ne sont pas en médecine, qui sont sur la chaîne. Donc vous allez faire monter votre glycémie pour pouvoir faire descendre la glycémie parce que le corps n'aime pas que la glycémie soit élevée parce que ça va endommager le corps. Vous allez devoir sécréter de l'insuline. Sauf que l'insuline, c'est l'hormone qui permet de faire finalement, c'est l'hormone anabolique. Anabolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des tissus. Donc si vous allez manger et que vous allez prendre du sucre en fin de repas, en fait l'insuline va être comme une hormone qui va dire au sucre, mais également à beaucoup de produits qui sont dans le sang, de rentrer dans les cellules et de conserver ces éléments-là. Donc en fait, si vous avez, imaginons, 500 calories avec un peu d'insuline, ce n'est pas pareil que 500 calories avec beaucoup d'insuline parce que ces 500 calories vont être plus absorbées, plus métabolisées, plus gardées en soi que si on n'avait pas eu d'insuline associée à ça. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre aussi. Et en fait, je m'en suis vraiment rendu compte un petit peu. Voilà, je m'étais dit, j'avais lu un livre, en fait, j'avais écouté un podcast où j'avais entendu que le sucre, c'était très mauvais. Donc je m'étais dit, ok, ça me paraît pertinent, je comprends, j'avais déjà entendu cette notion-là, donc je m'y mets. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais acheté un livre sur le sujet qui était assez intéressant, qui s'appelle, comment ça s'appelle? Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Ça s'appelle je crois que c'était Glucose Goddess. Oula, pourquoi il ne marche plus? Mon clavier ne marche plus. Je vais devoir redémarrer l'ordinateur, tant pis. Bon bref, donc je vais vous retrouver ça tout de suite. Ça s'appelle Glucose Goddess. C'est un livre sur le sucre. Il est assez rapide à lire. Je peux vous le conseiller. Et donc voilà, et notamment des petits tips pour arrêter le sucre et lisser sa glycémie. Donc manger des fibres en début de repas, des choses comme ça. Voilà, moi j'ai mis ça en place. Et en fait, j'ai mis ça en place pendant 2 mois, pardon. Et j'étais là et je me suis regardé dans la glace et j'ai dit mais en fait j'ai séché et j'ai même pas fait de cardio, j'ai même pas fait plus de sport que ça, j'ai juste séché et j'avais rien demandé. Et je me suis dit oula mais c'est génial en fait. Et voilà, donc du coup je peux vraiment vous conseiller d'arrêter le sucre et de remplacer avec d'autres éléments qui sont beaucoup plus intéressants. Et donc en dessert, pas de sucre et peut-être prendre ceux qui peuvent le digérer
du fromage blanc, voilà le mieux. Moi je prends des skyrs, il y en a qui disent que c'est un petit peu cher, voilà, moi je peux me le permettre entre guillemets, mais c'est vrai que prendre des skyrs à chaque fois à 1 € le pot, c'est peut-être un peu cher, donc du fromage blanc, 0%. Si vous avez envie d'ajouter des amandes dedans, vous pouvez. Un tout petit peu de miel, c'est pas la mort, mais pas mettre 2 tonnes de miel non plus. Donc voilà, tout ça, hop, alors pourquoi il marche plus l'ordinateur? Tac, je fais mon mot de passe. Bon, il marche pas, on va le mettre ici, tac, hop là, un mot de passe. Voilà, donc je rallume l'ordi, comme ça je vous trouve le livre. Donc voilà, c'est des petites astuces, mais vraiment si vous appliquez ça au quotidien, et en fait, moi ça me fait le déclic des fois, ça me fait rire, parce que je vois à l'hôpital, je vois des patients de 90 ans qui ont les poumons défoncés par le tabac, qui sont ostéoporotiques, vous voyez qu'il n'y a aucun muscle, il n'y a plus de muscle, et je me dis, les gens ils ont 91 ans. Donc c'est-à-dire que si eux, ils arrivent à vivre jusqu'à 91 ans, que moi je fais attention, mais à 110 ans, je suis encore là les gars, c'est sûr et certain. Donc voilà, moi mon objectif c'est d'aller frapper les 110 ans, voilà, ça me fait rire, j'ai écouté un médecin qui est connu, je vais vous trouver le livre, hop, alors regardez, tac. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas parti, il s'appelle, alors comment il s'appelle le livre? Il est là, je crois que c'est, il est assez connu, il s'appelle, c'est pas Henri Joyeux, c'est un autre, peut-être que je l'ai plus. Ah si, prenez votre santé en main, il est là. Alors des fois ça peut être un petit peu, hop, des fois, ça peut être un petit peu provocateur, il y en a qui n'aiment pas, mais en gros, il est connu, il s'appelle Frédéric, hop, on va se mettre là, Frédéric Salman. Je m'étais acheté ça quand j'étais en 2e année. Et en fait, c'est Prenez votre santé en main, mais il a sorti d'autres livres récemment. Et donc, en fait, il est beaucoup, il dit le meilleur médicament, c'est vous. Il a raison, c'est la médecine préventive, et ça fait des années qu'il parle de ça. Et moi, ça me parle totalement. Donc, je vous encourage à prendre des livres de lui si vous voulez, Dr Frédéric Salman. Et en gros, ouais, il dit en fait que, et il a totalement raison, qu'on est notre propre médicament et notre corps c'est une machine exceptionnelle et il faut arrêter de chercher des médicaments, des choses comme ça, parce que c'est pas physiologique en fait, c'est pas physiologique. Bien sûr, quand on n'a pas de chance, quand on a un enfant, qu'on a une leucémie et que les chimiothérapies c'est ce qui va nous sauver évidemment, mais la plupart des pathologies de l'adulte qu'on soigne, l'hypertension artérielle, même s'il y a certains cas où l'hypertension artérielle est difficile à contrôler sans médicaments, mais moi, je suis quand même convaincu qu'une personne qui mange correctement, qui fait du sport, qui ne boit pas, qui ne fume pas et qui fait attention à soi, elle a 95% de chances de... Enfin, elle développe beaucoup moins de maladies que les gens qui ne font pas attention à ça. Et le but, c'est pas de dire que les gens ont l'impression qu'en faisant ça, on ne profite pas de la vie. Mais profiter de la vie, pour moi, c'est être en bonne santé le plus longtemps possible. C'est-à-dire que si vous êtes là et que on le sait très bien qu'on va passer beaucoup de temps à travailler et que vous avez 60 ans, que vous venez de finir de travailler tous les jours 40 heures par semaine, que vous avez enfin la retraite et que en fait vous frappez un cancer du poumon, pour moi c'est pas ça avoir profité, c'est pas avoir bu et fumé pendant juste le soir quand vous rentrez et le week-end voilà, et que vous avez profité de la vie. Profiter de la vie, c'est être en bonne santé, voir ses enfants grandir, voir ses petits-enfants grandir, aller profiter de la nature, aller faire du sport, etc. etc. Pour moi, c'est ça. Profiter de la vie, c'est être en pleine possession de ses capacités. Et le corps, c'est la chose la plus précieuse qu'on nous ait offert. On n'en a qu'un seul. On peut pas, c'est difficile à réparer, c'est difficile à changer et donc il faut vraiment l'honorer et y faire attention. Et donc pour moi, c'est hyper important et j'ai envie de partager un petit peu cette philosophie-là parce que pour moi, c'est presque le plus important. Oui, il y a ce côté productivité, oui, il y a ce côté IA, il y a ce côté dépassement de soi, dépassement de ses capacités, apprendre de nouvelles choses, c'est hyper important. Inspirer les gens, c'est ce que j'essaie de faire dans cette chaîne. Voilà, à travers le parcours que j'ai fait en 6e année, j'ai été fier de moi et j'ai envie de retranscrire ça. Mais maintenant, la 6e année, pour moi, c'est passé. Et il y a d'autres projets qui viennent. Et le but, c'est d'inspirer les gens à travers plein d'éléments, de montrer que c'est pas aussi parce qu'on a finalement... qu'on appelle ça, on a fait quelque chose, dire ça y est, j'ai réussi la 6e année, je suis radiologue, que ça y est, le game est fini. Au contraire, c'est que le début et il faut se comparer aux gens qui ont déjà fait d'autres choses. Et ça nous pousse. C'est pour ça que j'ai envie de monter une boîte d'IA, c'est pour ça que j'ai envie de monter un cabinet, de devenir bon dans mon domaine, etc. etc. Donc pour moi, c'est hyper important tous ces points-là. Mais le point le plus important, c'est la santé. C'est-à-dire que demain, j'ai réussi tout ce que je voulais, j'ai 1 milliard sur mon compte en banque et que je suis malade, qu'il me manque un bras, que je tousse tout le temps, que j'ai un cancer du poumon, que je vais devoir prendre de la chimiothérapie, mais en fait j'aurais tout perdu. J'aurais tout perdu et je serais là comme ça, comme un idiot en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc vraiment, pour moi la santé, et ce qui est paradoxal, c'est que faire attention à sa santé, oui, peut-être qu'il y en a qui ont vu sur YouTube, faudrait que je vous retrouve un peu les vidéos. Pourquoi il marche plus ce truc? Faudrait que je vous retrouve un peu les vidéos. Il y a un mec qui est connu qui s'appelle Brian Johnson, qui est un américain et qui fait des vidéos. Enfin, et lui il dépense, je sais pas, 5000 balles par jour. Genre, je crois qu'il est à 2 ou 3 millions par an il a 2 ou 3 millions par an de dépenses
dans sa santé. Donc le mec il fait des IRM tout le temps, il a des capteurs dans tous les sens, etc. Lui c'est quelqu'un qui est à l'extrême, mais c'est un précurseur, c'est quelqu'un qui a permis de sensibiliser les gens un petit peu à la santé et de comprendre qu'il fallait faire attention à sa santé. Mais pour moi le vrai paradoxe c'est qu'il n'y a pas besoin de dépenser très cher pour faire attention à sa santé. Et il y a un point que j'aimerais soulever qui est primordial, c'est less is more. C'est-à-dire que moins on en fait, mieux c'est. Il n'y a pas besoin de faire plus, de s'installer la dernière montre connectée pour avoir le capteur de pression sanguine, pas besoin de... là, il y en a qui prennent pareil, qui ont des capteurs de glycémie, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre en place 50 éléments, de prendre des abonnements à la salle de sport à 200 € par mois. Moins on en fait, mieux c'est. Mais il faut faire des choses qui sont essentielles. Et c'est toujours cette règle du 80-20. C'est-à-dire que d'abord, avant de vouloir faire, moi je vous encourage à défaire. Donc quelles sont les mauvaises habitudes que vous avez? Vous fumez, c'est votre objectif principal de l'année, il faut arrêter de fumer. Vous buvez plus de 1 verre par jour, il faut arrêter ça. Moi j'ai envie de vous dire arrêtez de boire, mais après j'ai pas envie d'avoir un discours trop extrémiste parce que les gens vont penser que je suis dans l'abus. Donc c'est pareil, on va essayer de réduire sa consommation d'alcool. Vous ne mangez pas assez de légumes, essayez d'incorporer une source de légumes à chaque repas. Vous ne vous faites pas assez à manger, vous passez du temps à commander. Prenez plaisir à faire à manger, à vous faire bien à manger et à honorer votre corps. Et vraiment tout ça, et c'est toujours important d'avoir un élément directeur, une ligne directrice qui vous permet de... Parce que si on n'a pas de fil conducteur, on lâche un peu l'affaire. Et ce fil conducteur, c'est vraiment honorer son corps et en prendre soin et être fier et apprécier, prendre soin de son corps. Et pour moi, c'est indispensable. Et voilà, il faut que ça devienne une hobby. Voilà, le but, c'est pas d'être dans l'extrême. Le but, il y en a qui seront dans l'extrême, qui vont devenir comme Ryan Johnson. Il y en a qui vont faire moins, qui vont faire le strict minimum. Mais s'il vous plaît, faites attention au rapport que vous avez à votre corps. C'est hyper important. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Et si je pouvais partager un message, pour moi, je vous dis, c'est le message pour moi le plus important. Et j'aimerais peut-être plus tard changer un petit peu le fusil d'épaule que j'ai sur cette chaîne. Je suis plus en mode productivité, aider les étudiants et j'adore ça parce que ce côté inspiration, c'est plus simple à partager. Mais plus tard, dans le contenu que je vais avoir, j'ai envie de continuer ma chaîne YouTube, même quand je vais avoir mon cabinet, pouvoir, pareil, moi je vous dis, j'aimerais faire de l'ostéo-articulaire pour pouvoir montrer un petit peu les différentes pathologies, pour pouvoir sensibiliser les gens, un petit peu comme Major Mouvement, un kiné sur YouTube qui parle comment soulager son dos, comment faire attention à ça. Moi j'aimerais pouvoir avoir cette approche holistique et c'est vrai que si je peux utiliser ce titre de docteur, ce titre de médecin pour pouvoir avoir comment on appelle ça, de la crédibilité, d'avoir ce côté, finalement c'est comme un tampon, mais au-delà du fait d'être inspirant, de partager des bonnes valeurs, d'avoir aussi cette crédibilité et ce pouvoir d'influence, pour moi ce serait le plus important. Et c'est là où je suis fier et content d'avoir fait médecine aussi, c'est parce que ça va me permettre de pouvoir partager des bonnes valeurs. Et pour moi il y a un travail qui est tel, quand on voit les États-Unis, quand on voit le taux d'obésité, quand on voit les pratiques alimentaires, qu'au Mexique, les gens ils boivent plus de coca ou de Fanta que ce qu'ils boivent d'eau, c'est catastrophique. Et en fait, il ne suffit pas, il n'y a pas besoin de complexifier les choses, il faut juste boire de l'eau, faire un peu de sport, faire attention à sa santé. Et en fait, tout ça, ça vient aussi d'avoir une vie qui est équilibrée et d'avoir des projets qui ont du sens pour nous. Parce que souvent, on vit dans un quotidien qui est un peu dénué de sens. C'est-à-dire que, oui, effectivement, quand on ne sait pas pourquoi on se bat, on ne sait pas pourquoi on avance, on essaie de trouver des plaisirs là où on peut, dans l'alimentation, dans les réseaux sociaux, sur l'ordinateur, sur le téléphone, etc., etc. Alors que si on a des projets qui ont vraiment du sens et qu'on arrive à réduire ces consommations de dopamine, en fait, on a un esprit beaucoup plus clair et on est beaucoup moins dominé par ces pulsions qui sont primaires. Parce que la vérité, elle est là. C'est-à-dire que la dopamine, tout ça, ça nous relance, ça nous retourne à notre cerveau primaire. Et en fait, on n'est même plus maître de notre décision. Quand on passe 5 heures à scroller d'affilée sur TikTok, en fait, on a perdu l'esprit conscient. On n'est plus conscient de ce qu'on fait. On est simplement rattaché à notre circuit primaire qui est en boucle, qui est en boucle, qui est en boucle. Quand on est en train de manger frénétiquement du McDo, quand on est en train de manger frénétiquement du sucre, parce qu'on n'arrive pas à s'en empêcher, quand on n'arrive pas à s'empêcher de fumer, c'est qu'on est retourné à son cerveau primaire. Et moi, je vous encourage à reprendre le contrôle sur vous-même. Et en fait, je pense que le vrai bonheur, c'est ça, c'est de réussir à reprendre le contrôle total. Et c'est pour ça que j'étais pas malheureux quand j'étais en 6e année, parce que j'avais un objectif, j'avais identifié en moi quel était mon objectif le plus important. Et je pense que c'est aussi de là, ça part tout par de là, c'est d'avoir un projet qui est important pour soi, trouver un sens, partager un message, inspirer des gens, devenir un bon médecin, devenir un bon cardiologue, créer une boîte qui a du sens pour vous. Voilà, c'est important. Et quand vous avez quelque chose qui a vraiment du sens pour vous, se battre pour ça. Et en fait, ça permet
quand on a du sens dans ce qu'on fait au quotidien, on arrive beaucoup plus facilement à équilibrer et avoir du contrôle sur soi-même. Et quand on a du contrôle sur soi-même et qu'on travaille pour quelque chose qui a du sens, c'est là où on arrive à s'épanouir pleinement. Donc quand j'étais en 6e année, que mon objectif était de devenir, bon à l'époque c'était chirurgien plastique, radiologue, peu importe, d'avoir un objectif de classement et que je travaillais tous les jours pour, et que j'étais pas en train de me dire je devrais être sur mon bureau à travailler, mais j'y arrive pas parce que je suis intoxiqué aux réseaux sociaux. Et même qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire que la personne qui veut arrêter de fumer parce qu'elle sait qu'elle veut inspirer ses enfants, parce qu'il a envie d'être en bonne santé et qu'il n'arrive pas à arrêter de fumer, même si consciemment il se dit pas ouais je suis une merde, j'arrive pas, mais inconsciemment il va le faire. Et ça va jouer sur son mental et ça va jouer sur son bonheur. Et c'est pour ça que les gens qui fument, ils sont malheureux. C'est pour ça que quand on boit, on est malheureux. C'est pour ça que quand on est tout le temps sur les réseaux, on est malheureux. Parce qu'au fond de nous, il y a toujours une petite voix qui nous dit au fond de nous qu'on devrait faire mieux, on ne devrait pas être en train de faire ça. Voilà. Mais pour moi, c'est important de prendre ce temps, de conscientiser ce qui a vraiment du sens pour soi et de travailler pour. Et ensuite d'identifier les choses qui nous dévident ça et qui ne sont pas en accord avec soi-même. Et quand on a réussi à faire ce travail-là, et en fait, c'est marrant, mais presque si on n'est pas trop. On peut discuter de ça avec l'IA. Et franchement, ChatGPT, ça peut être parfois un bon conseiller. Vous lui expliquez votre situation, qu'est-ce que vous aimeriez arrêter, qu'est-ce qui est important pour vous, demandez-lui de vous poser des questions et il va vous aider à avancer dans ces réflexions-là. Soit vous pouvez vous faire accompagner, parce que des fois, il ne faut pas avoir honte de pouvoir aller voir des professionnels, que ce soit des psychologues, peu importe. Voilà, moi je ne le fais pas personnellement, mais il y en a qui le font, et même des sportifs de haut niveau, il y en a pour qui ça peut paraître gênant de faire ça, mais c'est important, tout ce côté mental-là. Parce que en fait, avoir peur, avoir honte de discuter de tout ça, maintenant, si vous avez envie de discuter avec l'IA, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de discuter avec des gens qui sont proches dans votre famille, il faut avoir la bonne écoute, la bonne oreille qui va vous donner les bons conseils. Voilà, moi je suis mon propre psychologue, j'essaie de prendre le temps d'aller marcher, de discuter, de réfléchir à toutes ces réflexions-là pour ne pas me perdre dans mon quotidien, ne pas me perdre dans cet océan de distractions en fait, qui nous empêche de nous concentrer vraiment sur ce qui a du sens pour nous et ce qui nous permet d'avancer, d'être fiers. Voilà. Et pour moi, le plus important, c'est d'être fier, de me dire, ok, je sais ce qui a du sens, j'y travaille pour et je ne me dévie pas en permanence de ça. Évidemment, il faut pouvoir profiter, pouvoir voir des amis, pouvoir faire des choses qui nous plaisent. On n'est pas tout le temps là à devoir faire le projet qui a du sens, etc. etc. Il faut savoir avoir des distractions, c'est évident, mais il faut passer la plupart de son temps dans ce projet-là parce que sinon on finit par se perdre. Et il y a trop de gens qui avancent en errant, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de vision et qui sont là et qui travaillent la semaine pour un boulot qui n'a pas de sens. On travaille dans les assurances, on fait un truc qui est dénué de sens. On rentre chez soi le week-end, le soir, on regarde la télé, ça n'a pas de sens, on regarde une émission, mais c'est juste pour passer le temps. Et puis après le week-end, on va aller dépenser son argent dans des chaussures pour avoir plus de statut. Et en fait, quand on fait ça, on s'enfonce de plus en plus dans une quête de non-sens et on finit par être perdu. Et en fait, c'est ça pour moi le problème, c'est qu'à l'époque, les gens avaient une vie simple, mais c'était de perpétuer leur famille, de travailler sur leur famille, il y avait peut-être la religion, peu importe, mais il y avait des objectifs qui avaient du sens. Et je trouve qu'actuellement, on est dans une génération qui a un manque de sens, qui est plus drivé par la dopamine, par les distractions, que par des quêtes de sens. Et voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus dans ce côté un peu, c'est presque spirituel, mais ça me permet d'être beaucoup plus en harmonie. Et en fait, je me rends compte que si les religions, si les philosophes ont eu autant d'impact et d'importance dans la vie des hommes, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est important de penser à ça. Ça paraît parfois bateau, ça paraît parfois un petit peu cliché, mais c'est indispensable. Et donc, en fait, quand on va devoir travailler pour, par exemple, ses études, disons que voilà, vous avez envie de préparer des concours de médecine, concours d'école de commerce, d'école d'ingénieur, ou peu importe la formation que vous faites, parce qu'il n'y a pas que ça, avocat, mais en fait, ça peut être de devenir un plombier, de devenir électricien, de devenir, peu importe, de monter une boîte, de monter une start-up, de monter une société. Toujours, il faut se dire, ok, il faut prendre ce travail initial, se dire qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi je me dépasse, pourquoi j'ai envie de faire ça. De un, c'est de trouver un projet qui a du sens. Moi, là, j'ai fait cette entreprise d'IA parce que c'est un domaine qui m'intéresse et j'ai envie de pouvoir partager ce côté productivité, ce côté vraiment le monde qui est en train de changer, de pouvoir le démocratiser pour les étudiants, plus d'être inspiré et d'être inspirant et également voilà, de m'accomplir dans ce domaine-là. Mais pareil, plus tard, je me rends compte que la santé, c'est hyper important pour moi. Donc, si c'est à travers la chaîne YouTube, si c'est à travers plus tard une startup, pourquoi pas, c'est important pour moi. Donc, de un, trouver des projets qui ont du sens pour soi. Et de deux,
travailler pour les accomplir, travailler concrètement pour les accomplir et pas errer dans une espèce de, je sais pas, voilà. Mais voilà, c'était important. Moi, je vais continuer et je vois que ces réflexions-là, j'aime bien les partager, les développer. On verra à quel point la chaîne avance. J'ai envie de faire une chaîne qui soit le plus naturelle, le plus sobre et la plus honnête possible. Faire des épisodes comme ça. Et j'avais besoin de ce temps-là, de ce temps de prise de recul sur tout ça, pour pouvoir vous partager des réflexions qui sont abouties, qui ont du sens. Voilà. Là, c'est vrai que l'épisode, du coup, je me suis emballé sur ce sujet-là, mais parce que c'est un sujet qui est hyper important pour moi. On reparlera dans un prochain podcast des réflexions que j'ai eues par rapport au remplacement, parce que grâce au remplacement, j'ai commencé à faire un petit peu d'argent. Et c'est pareil, rapidement, j'ai eu plusieurs révélations sur le fait d'avoir moins de temps libre, même si on est bien payé, de passer son temps à courir après l'argent, de se dire oui, c'est bien, maintenant je suis à 125 € de l'heure, mais si on passe tout son temps à travailler, qu'est-ce que je perds? Voilà, donc on reparlera ça dans un prochain épisode. Voilà, le projet d'IA va bientôt sortir. Et donc voilà, j'ai envie de prendre un petit peu ce pas un peu plus philosophique. Et moi aussi, j'essaie de lire des livres un peu de philosophie. Ça permet d'élever sa pensée et d'avoir des réflexions qui sont plus profondes et pas simplement d'avoir des astuces de business, des astuces de productivité. Je continuerai à vous en faire, mais j'ai envie, dans ces formats-là, ces formats plus longs, de rentrer dans le sujet et en fait de vous partager les apprentissages, les réflexions que moi j'ai durant la semaine, quand je consomme mes contenus, et de vous le partager à travers mon prisme, mon spectre, ma vision des choses. Voilà, donc c'est ça qui est important pour moi et c'est aussi ma motivation pour cette chaîne, c'est de consommer le plus de contenu de qualité moi-même, de les mettre en application dans mon quotidien et de vous les repartager ensuite dans des applications concrètes et des réflexions qui soient le plus claires et le plus simples possible. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est le retour de la chaîne. J'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Voilà, je vais essayer donc de mettre sur YouTube, sur Apple Music, non pas sur Apple Music, sur Apple Podcast et sur Spotify. Je vais remettre des vidéos tutos, astuces sur l'IA, vous partagez le logiciel quand il va sortir, tout ça. On va essayer de reprendre ce rythme-là. Le but pour moi, c'est d'essayer d'apporter le plus de valeur. Et voilà, j'espère en tout cas que vous allez passer un bon week-end. Je vous souhaite plein de bonnes choses. C'était Robin. Ciao, ciao.